Salut et bienvenue dans notre grande analyse du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier vraiment fascinant, en plongeant dans une pile de recherches cliniques et de données pharmacologiques qui ont été compilées par l'équipe d'experts de la pharmacie en ligne Soins et Nature. C'est ça, oui. Et je suis ravie d'être là pour en parler, parce que la mission de cette session, en fait, c'est de prendre toute cette science médicale ultra pointue et d'en extraire des outils concrets, des choses qui peuvent vraiment transformer le quotidien. Exactement. Et bien, avant même de décortiquer toutes ces données, je pense qu'il faut poser un peu le contexte. Parce que ce contexte, il résonne avec ce que vivent énormément de femmes à partir de 40 ans. Ouais, c'est clair. Les rapports médicaux décrivent une réalité qui est souvent super lourde à porter. C'est ça. On parle de, tu sais, cette fatigue écrasante qui s'installe sans prévenir, ou cette prise de poids, surtout au niveau de la sangle abdominale, alors que, en fait, rien n'a changé dans les habitudes alimentaires ou sportives. Rien du tout, ouais. Et puis il y a aussi ce fameux brouillard mental. Cette difficulté à trouver ses mots ou à se concentrer, ça peut être carrément terrifiant pour celles qui le vivent. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ce sont des symptômes physiques, tangibles, qui sont directement liés à l'installation de la périménopause et de la ménopause. Absolument. C'est un tableau clinique très classique. Mais la première vérité fondamentale qui ressort de toute cette littérature scientifique, c'est que, c'est pas une fatalité. C'est le message d'espoir, ça. Ouais. Oui, la biologie change, le corps traverse une transition hormonale majeure, c'est un fait. Mais la science moderne, et particulièrement l'endocrinologie, offre aujourd'hui un mode d'emploi super précis pour reprendre le contrôle. Donc on n'a plus à subir cette tempête hormonale passivement. C'est ça. Le corps réagit juste selon de nouvelles règles. L'objectif, c'est simplement d'apprendre à jouer avec ces nouvelles règles pour optimiser la machine, en fait. Bon, écoute, décortiquons un peu tout ça, parce que le changement de paradigme qui est mis en évidence dans ces documents, il est monumental. Il renverse tout ce qu'on pensait savoir. Pendant des décennies, le message qu'on donnait aux femmes face à ces bouleversements, c'était toujours centré sur la privation. Manger moins, se restreindre, faire des régimes à la mode, La fameuse culture des régimes. voilà. Mais la clé du problème, elle se trouve pas du tout dans la privation. Elle se trouve dans un organe qui a été, je dirais, systématiquement ignoré ou mal compris. Le muscle. Et il faut vraiment oublier l'idée du muscle comme un simple outil esthétique pour avoir une belle silhouette. Complètement. Les travaux de chercheuses comme les docteurs Gabrielle Lyon et Stacy Sims, sur lesquels s'appuient nos dossiers chez Soins et Nature, prouvent que tout le métabolisme féminin mature se joue à ce niveau-là. Ce qui est dingue quand on lit ces études, c'est que la définition médicale même du muscle, elle a été totalement réécrite ces dernières années. Ah ouais. Ouais. Le muscle squelettique est maintenant classé comme étant le plus grand organe endocrine du corps humain. Un organe endocrine, donc si je vulgarise, c'est une usine chimique qui sécrète des substances dans le sang. C'est exactement ça. Quand un muscle se contracte intensément contre une résistance, il ne fait pas juste brûler des calories pour fournir un effort mécanique. Il libère des centaines de messagers chimiques, des petites protéines qu'on appelle des myokines. Attends, on va faire une petite pause sur ce terme parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Les myokines. En gros, c'est comme si nos biceps ou nos cuisses envoyaient des SMS de bonne santé au reste du corps. J'adore cette analogie, c'est tout à fait ça. Et dans les sources qu'on a analysées, on voit souvent revenir deux noms spécifiques de myokines, l'irisine et l'IL6. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces messagers, une fois qu'ils sont relâchés dans le sang? Alors, l'irisine, c'est une découverte absolument spectaculaire, à tel point qu'on la surnomme l'hormone de l'exercice. Son premier grand rôle, c'est de métamorphoser le tissu adipeux. Elle attaque la graisse. Ouais, elle s'attaque à la graisse blanche, tu sais, cette graisse de stockage inerte et hyper tenace, pour la transformer en graisse brune. Et la graisse brune, elle a quoi de spécial? Elle est métaboliquement active, elle est thermogénique. Ça veut dire qu'elle brûle littéralement sa propre énergie pour produire de la chaleur corporelle. Donc, en contractant ses muscles, on fabrique une hormone qui transforme la mauvaise graisse en un radiateur interne qui brûle des calories tout seul. Exactement. C'est magique, non? C'est génial, mais j'ai lu que son effet sur le cerveau était peut-être encore plus impressionnant. Oh oui. L'irisine a cette capacité assez rare de traverser la barrière hémato-encéphalique. Donc elle pénètre directement dans le cerveau et une fois à l'intérieur, elle va stimuler la production d'une protéine qu'on appelle le BDNF. Le BDNF? C'est ça. Pour faire simple, le BDNF agit comme un engrais miraculeux pour le cerveau. C'est un facteur qui assure la survie de nos neurones existants et qui encourage la création de nouvelles connexions synaptiques. C'est donc ça le bouclier contre le déclin cognitif? Absolument, contre le brouillard mental de la ménopause et même, c'est étudié contre la maladie d'Alzheimer. C'est quand même incroyable de réaliser que, en soulevant un poids,
on fait pas que renforcer un bras, on arrose littéralement son cerveau d'engrais protecteurs. C'est fascinant. Et pour l'interleukine 6, ou IL-6, parce que c'est un thème qu'on associe presque toujours à l'inflammation chronique d'habitude, c'est pas censé être un truc positif. C'est tout le paradoxe que la science vient juste d'éclaircir. Le contexte d'origine de cette molécule, ça change tout. L'IL-6, qui est produite par le tissu adipeux, par la graisse viscérale, elle est effectivement pro-inflammatoire. Elle entretient la maladie en gros. Voilà. Mais quand cette même molécule est libérée par la contraction du muscle pendant un effort, son action elle est inversée à 180 degrés. Elle déclenche un puissant effet anti-inflammatoire systémique qui va apaiser tout le corps. Ah d'accord, donc le muscle fabrique son propre antidote contre l'inflammation. Exactement. Alors, si le muscle est cette usine chimique prodigieuse, qu'est-ce qui se passe quand on arrive face au fameux mur de la périménopause? Vers 40 ans, on sait que la donne hormonale change radicalement. Ouais, on observe cette fameuse chute des oestrogènes, particulièrement de l'estradiol. Et comment ça impacte notre usine musculaire, ça? La chute de l'estradiol, c'est le déclencheur d'une véritable urgence métabolique. Il faut bien comprendre que les oestrogènes, ils sont pas uniquement liés à la reproduction. Ce sont des hormones profondément anaboliques pour les femmes. Anaboliques, donc qui construisent. C'est ça, elles favorisent la construction, la réparation et le maintien des tissus, dont le muscle. Quand l'estradiol s'effondre, préserver ses fibres musculaires, ça devient soudainement très très difficile. Et si le corps n'est pas stimulé correctement? Il bascule dans un état de catabolisme accéléré. En d'autres termes, il se met à détruire et à consommer son propre muscle. C'est là que le piège métabolique se referme de manière un peu vicieuse, parce que ça impacte directement la gestion du sucre. Absolument. J'adore l'analogie qui est souvent utilisée dans nos dossiers soins et nature pour expliquer ça. Il faut imaginer un muscle sain comme une gigantesque éponge à glucose. En temps normal, la masse musculaire absorbe environ 80% du sucre qui circule dans le sang. C'est énorme, oui. Mais si ce muscle se met à fondre, à cause de la chute des hormones, ce processus qu'on appelle la sarcopénie, c'est comme si cette éponge rétrécissait. Elle devient dure, elle s'assèche. C'est l'image parfaite. Le volume de l'éponge diminue, donc sa capacité d'absorption, elle s'effondre. À alimentation complètement égale, le sucre qui était avant absorbé par le muscle, il reste bloqué dans le sang. Et le pancréas panique. Ouais, pour gérer cette urgence, le pancréas pompe de l'insuline en masse. Mais comme l'éponge est saturée, le corps n'a pas d'autre choix biologique que de convertir cet excès de sucre et de le stocker sous forme de graisse viscérale. Cette fameuse graisse profonde et dangereuse autour des organes. Exactement. Et sur le long terme, ce cercle vicieux mène direct à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2. Sans parler de l'effet de ce sucre libre sur le reste du corps. Les documents parlent beaucoup de glycation. Si j'ai bien compris, la glycation, c'est en gros ce sucre en excès qui vient se coller à nos protéines. Comme le collagène ou les vaisseaux sanguins. C'est ça. Et ça les caramélise littéralement, ce qui les rend rigides et accélère le vieillissement. L'hyperinsulinémie vient aussi encrasser le cerveau, de la même manière. Complètement. Le terme de caramélisation cellulaire est très juste. Et c'est pour ça que la fonte musculaire, c'est vraiment un tueur silencieux. Ce qu'on appelle la sarcopénie de l'ombre, non? Oui, l'obésité sarcopénique. Le grand danger, c'est que c'est hyper trompeur. Quelqu'un peut monter sur sa balance, voir un poids considéré comme normal, rentrer dans ses vieux vêtements, tout en étant métaboliquement en danger grave. Parce que la composition du corps a secrètement changé. Le muscle, qui est lourd et dense, a été remplacé de l'intérieur par de la graisse viscérale, plus légère mais super toxique. C'est exactement ça. Ce qui nous amène à un point crucial concernant la structure même du corps, la densité osseuse. L'ostéoporose, c'est une angoisse majeure après la cinquantaine. Et là encore, tout est lié aux muscles à travers un concept fascinant que l'on nomme la loi de Wolff. La loi de Wolff, c'est un principe biomécanique fondamental. Ça stipule que l'os s'adapte, se renforce et se remodèle en fonction des contraintes mécaniques qu'on lui impose. En clair, c'est physiologiquement impossible d'avoir des os solides si on n'a pas une musculature puissante. Et pourquoi exactement? Comment l'os, il sait qu'il doit se renforcer? Tout passe par le tendon. Quand un muscle se contracte intensément pour soulever un poids, il tire fortement sur le tendon qui lui-même tire sur l'os. Ça crée une tension. Ouais, cette tension mécanique crée un microstress. Et c'est ce signal d'alarme physique qui va réveiller les ostéoblastes. Ce sont les cellules ouvrières chargées de construire la matière osseuse. Et reçoivent l'ordre de densifier l'os. Voilà, pour qu'il ne se brise pas lors du prochain effort. S'il n'y a pas de contraction musculaire forte, ce signal, il n'existe tout simplement pas. Et l'os, n'ayant aucune raison de gaspiller de l'énergie à se densifier, il devient poreux. C'est fou.
Et du coup, ça nous pousse à remettre en question plein de dogmes tenaces dans le domaine de la remise en forme. Pendant si longtemps, le conseil standard donné à une femme de 45 ans qui voit son corps changer, c'est manger moins et aller faire 1 heure de footing. Le fameux combo restrictif plus cardio lent à outrance. Mais d'après toute la littérature scientifique récente, cette approche, elle est carrément catastrophique. Elle est pire que contre-productive pour la biologie féminine mature. Ouais. Le cardio traditionnel à basse intensité, prolongé sur de longues durées, ça augmente de façon très significative la sécrétion de cortisol, notre hormone du stress. D'accord. Or, ce type d'effort d'endurance ne crée pas un stress mécanique suffisant pour stimuler la synthèse des protéines dans le muscle, chez une femme dont l'équilibre anabolique est déjà fragilisé par la disparition des oestrogènes. Créer un environnement inondé de cortisol tout en la privant de calories, c'est le signal de détresse ultime. Exactement. L'organisme, il se sent menacé de famine et de stress. Sa réponse logique, c'est de s'accrocher fermement à ses réserves de graisse et de sacrifier son tissu musculaire, parce que ça coûte trop cher en énergie à entretenir. Et ça soulève immédiatement une question sur l'autre tendance massive du moment. Sur Internet, tout le monde ne jure que par le jeûne intermittent, surtout le protocole 16-8, où on saute allègrement le petit déjeuner pour ne manger qu'à midi. C'est vendu partout, ouais. Vendu comme l'astuce anti-âge et minceur ultime. On nous mentirait ? C'est un avertissement clinique majeur qu'il faut diffuser là. Ce qui fonctionne pour un homme de 30 ans ne s'applique pas du tout à une femme en périménopause. Ah ? À cette période de la vie, le pic naturel de cortisol au réveil est souvent exacerbé. Si, face à ce stress hormonal matinal, l'organisme ne trouve aucun acide aminé dans le système digestif parce que le dernier repas remonte à la veille au soir, il va paniquer pour trouver de l'énergie. Et il fait quoi alors ? Il déclenche un processus de survie appelé la gluconéogénèse. La gluconéogénèse. Pour simplifier, c'est le corps qui cannibalise ses propres muscles. C'est ça. Il dégrade ses propres fibres musculaires, il les détruit pour les transformer en acides aminés, puis en glucose, juste pour faire fonctionner le cerveau et les organes vitaux. Donc c'est un autosabotage métabolique complet, l'inverse absolu de ce qu'il faut faire pour garder notre fameuse éponge à glucose efficace. Tout à fait. Alors, face à tous ces dogmes brisés, la solution prônée par la recherche, elle se résume à une directive claire. L'entraînement en résistance lourde. L'objectif, c'est plus de transpirer des heures sur un tapis de course, ni de faire 100 répétitions avec des petits haltéros de 2 kilos. Surtout pas. Il faut solliciter ce qu'on appelle les fibres musculaires de type 2. C'est quoi la différence avec les autres fibres ? Les fibres de type 2, ce sont nos fibres rapides, celles de la force et de la puissance. Ce sont malheureusement les premières à s'atrophier avec l'âge si on ne les stimule pas avec des charges qui représentent au moins 70 à 80% de notre capacité maximale. Ah ouais, il faut y aller quand même. Oui. Or, ce sont précisément ces fibres-là qui génèrent le plus de myokines, qui maintiennent le métabolisme de base élevé et qui nous protègent des chutes en assurant nos réflexes. Donc en gros, 20 minutes d'entraînement de force intense ont un impact sur la longévité et la protection métabolique infiniment supérieure à 1 heure de marche rapide. Sans aucun doute. Donc la règle numéro 1, c'est de soulever lourd. Mais l'entraînement, c'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié se passe dans l'assiette. Et c'est là qu'on aborde le concept complexe de la résistance anabolique. Ouais, un concept très important. Il semblerait que nos cellules deviennent un peu dures de la feuille avec l'âge. C'est une excellente métaphore. La machinerie cellulaire qui fabrique le muscle, elle devient résistante aux signaux. À 20 ans, le métabolisme, il est ultra réceptif. Manger à peine 15 grammes de protéines, genre l'équivalent de 2 œufs, ça suffit à envoyer le signal au corps de construire du muscle. Mais après 40 ans, Ce seuil d'activation change drastiquement. Ces mêmes 15 grammes, ça devient un murmure inaudible pour le métabolisme. C'est biologiquement invisible pour déclencher la synthèse musculaire. il faut donc crier plus fort en fait. Exactement. Et c'est là qu'intervient ce fameux interrupteur biologique dont parlent les dossiers, la voie mTOR et la notion de seuil de leucine. Comment on fait pour appuyer sur cet interrupteur ? Alors la leucine, c'est un acide aminé essentiel spécifique qui agit comme la vraie clé de contact du système mTOR, le grand bâtisseur de notre corps. Pour vaincre la résistance anabolique et allumer cet interrupteur chez une femme mature, la science montre qu'il est impératif d'atteindre une dose massive de 2,5 à 3 grammes de leucine en un seul repas. Et dans la réalité d'une assiette, ça donne quoi ? Ça représente entre 30 et 40 grammes de protéines complètes de haute qualité par prise. On parle d'isolat de lactosérum, de viande maigre, de poisson ou d'œufs en quantité suffisante.
30 à 40 grammes par repas, c'est conséquent. Et pour les régimes végétaliens, c'est une gymnastique encore plus pointue, j'imagine. Oui, parce que les protéines d'origine végétale ont une matrice différente, elles sont souvent moins denses en leucine et leur taux d'absorption, leur biodisponibilité est inférieur. Donc il faut en manger plus. C'est ça. Pour obtenir le même signal d'activation mTOR avec des sources végétales, il faut généralement augmenter le volume total de protéines consommées d'environ 30%. Ça met en lumière l'importance critique de la chrononutrition. Puisqu'on peut plus se contenter d'un café et d'un croissant, le petit déjeuner hyper protéiné, ça devient une arme non négociable pour stopper la destruction musculaire de la nuit. Absolument essentiel. Et les glucides dans tout ça? Longtemps diabolisé, nos sources indiquent que le muscle est en fait un parking à glucides. L'idée, c'est pas de les supprimer, mais de bien choisir le moment. La gestion du timing, c'est vraiment primordial. L'idéal, c'est de consommer des glucides complexes juste après un effort de musculation. Pourquoi à ce moment-là? Parce que notre fameuse éponge musculaire vient d'être essorée par l'exercice intense, ses réserves d'énergie sont vides. À ce moment précis, les fibres vont absorber goulûment ces glucides pour reconstituer leur glycogène, et ça sans avoir besoin d'une production massive d'insuline par le pancréas. Ah, super. Le sucre va directement dans le muscle au lieu de se transformer en graisse ou de rester dans le sang. Voilà, c'est la définition même d'une excellente flexibilité métabolique. Et c'est là que les dossiers cliniques de la pharmacie Soins et Nature deviennent une véritable mine d'or. Parce que modifier son alimentation et s'entraîner, c'est la fondation, on est d'accord? La base absolue, oui. Mais il y a des limites à ce qu'on peut accomplir uniquement avec de la nourriture face à de tels bouleversements hormonaux. C'est là que la pharmacologie de pointe et la complémentation stratégique entrent en jeu. Tout à fait. Et le premier complément mis en avant par l'équipe scientifique m'a littéralement fait bondir de ma chaise. La créatine monohydrate. Sérieusement, le truc en poudre des bodybuilders gonflés à bloc. Ah, c'est la réaction typique. Et il est grand temps de déconstruire ce mythe tenace. L'idée que la créatine serait un supplément masculin réservé à la prise de masse extrême, c'est une hérésie sur le plan scientifique aujourd'hui. D'accord, donc c'est pour qui alors? Avec un dosage quotidien simple de 3 à 5 grammes, la créatine monohydrate s'impose aujourd'hui comme l'allié thérapeutique numéro 1 de la femme en période de transition ménopausique. Ses bienfaits sont carrément systémiques. Systémique, c'est-à-dire qu'elle n'agit pas que sur les biceps, quoi. Loin de là. Bien sûr, elle pallie d'abord la chute de la synthèse naturelle de créatine, induite par la baisse des hormones, ce qui permet de redonner de la force pure pour les entraînements en résistance. Pour soulever plus lourd. Voilà, elle aide à recharger l'ATP, qui est l'énergie de nos cellules. Mais la véritable révolution, elle se situe dans le crâne. Le cerveau, c'est un organe extrêmement gourmand en énergie. Ah, la barrière hémato-encéphalique encore. Exactement. La créatine traverse cette barrière pour offrir une neuroprotection majeure. Les études cliniques récentes la positionnent comme un outil redoutable dans la gestion de la dépression périménopausique, de la fatigue mentale et des troubles de l'humeur liés aux fluctuations hormonales. Donc, une poudre blanche qu'on croyait faite pour gonfler les muscles s'avère être un neuroprotecteur de premier plan. C'est fascinant. C'est ça la science moderne. Ensuite, les recommandations s'attardent longuement sur les oméga 3, en insistant sur les ratios EPA et DHA. On entend souvent parler des oméga 3 pour le cœur, mais c'est quoi l'intérêt spécifique pour le tissu musculaire mature? Le grand ennemi du muscle vieillissant, c'est ce que la gérontologie appelle l'inflammaging. C'est un néologisme pour décrire une inflammation systémique de bas grade. Une inflammation invisible, en gros. C'est ça. Chronique, qui s'installe avec l'âge et qui ronge les tissus musculaires en silence, les empêchant de se régénérer. Les acides gras oméga 3, particulièrement l'EPA et le DHA à haute dose, ce sont les pompiers de l'organisme. Ils éteignent ce feu de forêt microscopique. Et sur l'insuline, ça a un effet? Oui, en plus de ça, ils assouplissent les membranes des cellules et ils agissent comme d'excellents agents sensibilisateurs à l'insuline. Ils aident nos fameuses éponges musculaires à rester super souples et réceptives au glucose sanguin. D'accord, très clair. Et le triptyque de compléments se referme avec un duo incontournable, la vitamine D3 couplée à la vitamine K2. On a mentionné la santé osseuse tout à l'heure et suppose que ce duo, c'est le matériau de construction qui vient en aide aux ostéoblastes. Exactement, mais leur synergie, elle est vraiment capitale. Prendre du calcium ou de la vitamine D3 seule, c'est pas optimal.
Pourquoi donc? La vitamine D3 permet de capter le calcium au niveau de l'intestin, d'accord? Mais c'est la vitamine K2 qui agit comme l'agent de circulation. Elle dirige le trafic. Voilà. C'est elle qui prend ce calcium par la main pour s'assurer qu'il se dépose précisément dans la matrice osseuse et pas dans les artères ou les reins où il causerait des calcifications hyper dangereuses. Ah oui, c'est fondamental. Et pour boucler la boucle avec notre sujet central, des taux sanguins optimaux de vitamine D3 sont physiologiquement indispensables pour permettre aux fibres musculaires de type 2 de se contracter avec la puissance nécessaire pendant l'entraînement. À 100 D3, le muscle perd sa capacité d'explosion. Il perd littéralement sa capacité à exploser et à générer de la force, ouais. Mais quand on le prend un peu de recul sur toutes ces données cliniques, le message qui émerge de cette analyse, il y est d'une puissance incroyable, je trouve. Je suis bien d'accord. Il est vraiment temps de changer radicalement la façon de percevoir cette période de la vie. L'objectif, face au bouleversement métabolique, ça devrait plus jamais être de chercher à rétrécir, de vouloir s'affamer pour faire baisser un chiffre sur une balance, ou d'éviter de soulever des poids par une crainte irrationnelle de devenir trop musclé. Surtout pas. La véritable ambition pour chaque femme, l'assurance vie métabolique, neurologique et osseuse de demain, c'est de devenir forte. Le muscle, c'est une pharmacie interne, un bouclier qu'il faut forger activement. C'est le changement de perspective le plus vital qu'on puisse adopter en fait. Cesser de lutter dans une logique de destruction ou de restriction et adopter une vraie stratégie de construction biologique pour durer dans le temps. C'est une vision incroyablement libératrice. Complètement libératrice. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que des plateformes spécialisées comme Soins et Nature s'efforcent de vulgariser toutes les informations. Les dossiers sont denses, on l'a vu. Très dense, oui. Et adapter tout ça à son propre quotidien, savoir comment doser sa créatine, équilibrer ses repas, ajuster ses compléments en fonction de son historique médical personnel, ça demande un vrai accompagnement. Tout à fait, c'est pour ça qu'on invite toutes les personnes qui nous écoutent à laisser leurs questions, leurs doutes ou leurs demandes de précision directement dans les commentaires. L'équipe de pharmaciens de Soins et Nature prendra le temps d'y répondre et d'orienter chaque situation avec toute l'expertise et la bienveillance nécessaires. C'est une ressource précieuse, n'hésitez pas.